Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux opérations réalisées après une synthèse. Alors on va commencer par une petite présentation de ces opérations. Alors elles sont de trois grands types. Le premier c'est l'isolement du produit. Une fois qu'on a synthétisé notre espèce chimique, eh bien, il va falloir l'isoler des restes de réactifs, du solvant, etc. Donc extraction, séparation, on verra ça après. Ensuite, purifier éventuellement, même après les étapes d'isolement, il peut rester encore quelques impuretés et on parlera de la recristallisation. Et enfin, une fois qu'on a isolé le produit et purifié, eh bien, il faudra le caractériser pour savoir si c'est vraiment le produit qu'on attendait. Donc identification de l'espèce. Alors avant d'attaquer au cœur même du sujet, on va revenir un petit peu sur le rendement, puisque pour chacune des étapes qu'on a présentées précédemment, eh bien, on va avoir une perte d'une partie du produit désiré. Donc ça va modifier le rendement. Mais il s'exprimera toujours par la masse de produit réellement obtenue sur la masse maximale théorique. Sauf que là, évidemment, la masse de produit obtenue sera à la fin de toutes les étapes, synthèse comprise évidemment. Alors, on commence par les étapes d'isolement du produit. Alors le premier cas, si le produit est un solide dans un liquide. Alors là c'est facile, on a déjà vu ça, même au collège, c'est une filtration, on réalise une filtration. Donc avec un filtre, tout simplement, on récupère le produit s'il est solide à l'intérieur du filtre. Si c'est trop lent, eh bien on peut utiliser une filtration sous vide avec ici donc une trompe à eau qui permet d'effectuer le vide ici dans la fiole. Deuxième cas, si le produit est un solide mais cette fois-ci dissous dans un solvant. Alors là, on ne peut plus filtrer évidemment, mais on va devoir évaporer, donc c'est-à-dire évaporer tout le solvant pour récupérer le solide à la fin. Si on veut récupérer le solvant en même temps, on peut opérer avec un évaporateur rotatif. Donc ici ça tourne dans quelque chose de chaud, le solvant est évaporé et le réfrigérant ici permet de récupérer le solvant. Troisième cas, si le produit est un liquide mélangé à un autre liquide non miscible avec lui. Alors là, on va utiliser une extraction liquide-liquide qui se réalise avec une ampoule à décanter. Alors on rappelle que la phase supérieure est la phase qui est la moins dense, la phase inférieure évidemment sera la phase la moins dense. Donc on ne peut pas dire si c'est une phase organique ou la phase aqueuse, il faut regarder les densités de chacun des produits. Donc faire attention à dans quelle phase se trouve le produit récupéré et surtout n'oubliez pas d'enlever le bouchon si vous voulez que le liquide s'écoule quand vous ouvrez le robinet. Quatrième cas, si le produit est un liquide dans un mélange de liquides miscibles entre eux. Donc évidemment, on ne peut plus les séparer, il n'y a plus de limite visible. Alors il y a plusieurs cas. Si les températures d'ébullition sont différentes, eh bien, on peut réaliser une distillation. Donc voilà le schéma, avec un chauffe-ballon qui va permettre de chauffer le mélange ici. En fonction des températures d'ébullition, donc la température d'ébullition la plus basse va s'évaporer et être récupérée en premier, et ainsi de suite. Alors ça c'est bien s'il y a deux liquides. S'il y en a plusieurs, eh bien on va plutôt réaliser une distillation fractionnée avec ici donc une colonne de Vigreux. Le principe reste le même. Deuxième possibilité, on peut réaliser ce qu'on appelle une chromatographie sur colonne. Alors on injecte le mélange de liquide en haut de la colonne et en fonction des affinités des liquides avec le produit qui est à l'intérieur de la colonne, eh bien les différents liquides peuvent se séparer et on peut les récupérer donc un à un en dessous. Dernier cas, alors si le produit est un solide mais dissous dans un solvant mais qu'il n'est pas tout seul, c'est-à-dire s'il y a d'autres solides qui sont dissous avec lui. Alors là on va être obligé de faire une étape complémentaire qui va permettre de chercher un solvant, un nouveau solvant non miscible avec le premier et qui va permettre de solubiliser un des solides dans ce solvant-là, alors que les autres vont rester dans le premier solvant. Alors après, on arrive donc à des mélanges de deux liquides non miscibles et on revient à ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire une extraction liquide-liquide. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a récupéré le liquide avec le solide désiré, on fait une évaporation. Alors, deuxième type d'opération, la purification du produit. Donc là, on va voir qu'un seul cas, c'est le cas où il y a des impuretés solides incluses dans le produit. Évidemment, avec toutes les opérations précédentes, on a déjà isolé un petit peu le produit, donc déjà un peu purifié. Alors maintenant, s'il reste des impuretés solides incluses dans le produit désiré, on va faire ce qu'on appelle une recristallisation. Alors elle consiste en un solvant pour lequel la différence de solubilité entre le composé à purifier et ses impuretés vont être différentes. Alors évidemment, il faut que le solide, lui, que l'on veut, il soit soluble à chaud dans le solvant, mais pas à froid. Donc quand on va refroidir, il va se recristalliser. Par contre, il y a plusieurs cas. Donc si les impuretés sont insolubles à chaud,
Donc le solvant, lui, est soluble, les impuretés sont insolubles. Une filtration à chaud suffira pour séparer les impuretés qui vont rester dans le filtre du produit qui sera dans le solvant. Il restera évaporé. Si les impuretés sont solubles à chaud et à froid, eh bien, quand on va recristalliser, les impuretés vont rester en solution alors que le solide sera cristallisé et donc on pourra réaliser une filtration à froid. Alors maintenant, si elles ne sont solubles à froid et solubles à chaud pardon, et insolubles à froid, eh bien alors là c'est même pas la peine de penser à une recristallisation, ça n'aura aucun effet. Alors dernière étape, caractérisation du produit. Alors là aussi il y a plusieurs possibilités. Je vous renvoie aux vidéos faites en début d'année sur la spectroscopie, donc qu'elle soit UV visible, infrarouge ou de résonance magnétique nucléaire. Donc ces trois spectroscopies peuvent être des méthodes d'identification d'une espèce chimique. Deuxième méthode, si on peut déterminer son point de fusion, on va utiliser un banquefleur. Donc on met le produit ici, avec le petit curseur, là on va avancer jusqu'à temps que le produit commence à fondre, et on repérera ici sur le curseur sa température de fusion. Évidemment, il faut connaître déjà, a priori, le produit qu'on va réaliser, mais c'est en général ce qui est le cas dans les synthèses. Dernier cas, évidemment, une chromatographie sur couche mince, déjà vu pareil en début de seconde ou en seconde. Donc cette chromatographie sur couche mince, eh bien, elle va permettre d'identifier des produits si on a, par exemple, des espèces de référence. Donc admettons qu'on hésite entre les deux produits ici. On dépose les deux espèces de référence et ensuite, par exemple, on a des substances à étudier. Alors par exemple, la substance numéro 3, on voit que c'est un mélange, puisqu'il y a au moins 5 espèces chimiques à l'intérieur. Et on sait qu'elle contient l'espèce de référence 1 et l'espèce de référence 2. L'espèce numéro 4, le produit numéro 4, on sait que ça va être exactement le produit de référence 2. Alors que le 5 sera un mélange de 1 et de 2. Voilà. Donc la chromatographie sépare et permet d'identifier si on a des espèces de référence à la base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt, au revoir.